Mes amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes sur le point de partager une histoire qui vous laissera absolument stupéfait. Un puissant milliardaire de Dubaï et une jeune femme africaine pauvre de la rue. Deux mondes qui n'auraient jamais dû entrer en collision. Mais une nuit pluvieuse, elle est entrée par accident dans sa suite d'hôtels de luxe. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Un moment unique qui s'est transformé en une histoire de dignité, de sacrifice et d'un lien inattendu. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez l'histoire, aimez-la. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche. Maintenant, commençons. Il était presque minuit dans le centre-ville de Houston lorsqu'une jeune femme nommée Nila est entrée en titubant dans le hall de l'Aran Hotel. Les sols en marbre brillaient sous ses chaussures boueuses et le parfum de l'huile de jasmin flottait depuis des bouches d'aération cachées au-dessus de sa tête. Nila n'avait pas de réservation, pas de valise, et aucun endroit où aller. Elle était arrivée en Amérique il y a seulement 4 jours en provenance de Sagal à la recherche d'une offre d'emploi qui avait disparu dès son arrivée. Son contact ne s'est jamais montré. Son argent avait disparu. La batterie de son téléphone était morte 2 jours plus tôt. Elle avait mangé une banane et des craquelins offerts par un inconnu dans le bus. Et ce soir-là, il faisait froid. Elle n'était pas censée être dans cette partie de la ville. C'est ici que les hôtels de grande hauteur scintillaient comme des diamants et que les hommes en costume sur mesure parlaient à voix basse derrière des vitres teintées. Mais le désespoir ne vérifie pas les adresses. Nila se tenait devant les portes vitrées de l'hôtel, regardant la lumière dorée, puis marcha lentement lorsque le portier s'écarta pour saluer quelqu'un d'autre. Personne ne l'a remarqué, personne ne l'a arrêté. Elle se déplaçait comme une ombre, la tête baissée, le cœur battant. À l'étage, le couloir du 17e étage s'étendait dans le silence. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur par instinct, comme portée par le destin. Elle marchait lentement, effleurant du doigt le papier peint en velours. Chambre 1702. La porte était entr'ouverte, à peine quelques centimètres. La lumière se répandait dans le couloir comme une invitation. Nila s'arrêta, regarda à gauche, regarda à droite. Personne. Elle poussa doucement la porte. À l'intérieur, les lumières étaient tamisées. La chambre sentait le bois de rose et le lin. Un tapis de prière était enroulé à côté d'une valise en cuir. Un grand lit se dressait intact au centre. Son souffle s'arrêta. Ce n'était pas un endroit pour quelqu'un comme elle, mais elle était épuisée. Ses jambes tremblaient de faim et de froid. Elle n'a rien touché. Elle n'a pas volé. Elle se dirigea vers le lit, retira doucement la couverture et se recroquevilla en boule sur le bord, entièrement habillée, son foulard couvrant toujours ses cheveux tressés. Et pour la première fois depuis des jours, elle laissa son corps se reposer. 20 minutes plus tard, Issef Al-Mansour sortait d'un SUV BMW noir devant l'hôtel. À 38 ans, né à Dubaï et élevé dans un milieu privilégié, il était connu dans les milieux d'affaires internationaux pour avoir dirigé des projets financiers à l'aide de plusieurs milliards de dollars. Il était à Houston pour finaliser un partenariat massif avec une société fintech islamique. Sa semaine avait été longue, réunion du conseil d'administration, appel d'affaires, négociations nocturnes. Tout ce qu'il voulait, c'était la paix, la solitude, le sommeil. Au moment où il entra dans la chambre 1702 et posa sa mallette sur la table de chevet, il remarqua la forme dans le lit. Il se figea, une femme. Elle était recroquevillée, sa silhouette petite, enveloppée dans la couverture comme un enfant. Son visage, à moitié caché dans l'oreiller, semblait calme. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Elle n'avait pas fouillé ses affaires. Elle n'était pas habillée pour la séduction. Ses pieds étaient nus. Ses bras tremblaient sous la couverture. Le premier réflexe d'Issef fut d'appeler la sécurité, mais il ne le fit pas. Quelque chose dans son expression l'arrêta. Elle n'était pas une menace. Elle avait froid, elle était seule et elle dormait. Tranquillement, il tira la couverture supplémentaire du fauteuil et la plaça sur elle. Puis il s'assit sur la chaise de l'autre côté de la pièce, desserra sa cravate, se pencha en arrière et ferma les yeux.
C'était la première nuit depuis longtemps que ce magnate de l'immobilier et fils de l'élite de Dubaï s'endormait sans penser aux marges bénéficiaires ou aux investisseurs, mais à une étrangère dont la présence ne lui semblait pas une erreur. Aucun d'eux n'avait la moindre idée à quel point cette nuit allait changer leur vie. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les rideaux de la résidence privée de Dubaï où séjournait désormais Amira, bien loin des rues trempées et des sols en marbre froid de l'hôtel Al-Mazari. Elle avait dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Son corps, autrefois tourmenté par la faim et la peur, avait été autorisé à se reposer et son esprit, bien que toujours sur ses gardes, avait commencé à croire en la sécurité. Karim Al-Rachid était déjà parti tôt pour une réunion du conseil d'administration, mais il avait laissé une note sur le petit bureau près de la fenêtre écrite à la main en cursive élégante « Il n'y a pas d'horaire ici, Amira, juste la paix. Profite des livres, du jardin, du temps. Je reviendrai avant le coucher du soleil. » Amira garda la note pendant un long moment avant de la placer délicatement à l'intérieur d'un Coran sur l'étagère, symbole de son éducation et désormais un rappel que même dans des lieux étrangers, la miséricorde d'Allah pouvait se manifester de la manière la plus étrange. Elle marcha pieds nus sur le carrelage frais jusqu'à la cuisine où une femme de ménage nommée Hila l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Le petit déjeuner est prêt, ma sœur, dit doucement Hila, vêtue d'un hijab léger et d'un tablier. Karim m'a demandé de m'assurer que tu sois à l'aise. » Amira hocha la tête, encore peu habituée à ce qu'on lui parle avec gentillesse. Elle s'assit et mangea lentement, œufs brouillés, dattes, pain paratha et thé à la cardamome. Chaque bouchée lui semblait nourrir bien plus que son corps. Cet après-midi-là, elle se rendit dans la bibliothèque privée de la maison où des centaines de livres s'alignaient sur les étagères en chêne foncé, manuels de commerce, poésie arabe, philosophie islamique et littérature internationale. Un titre en particulier attira son attention, Le Prophète de Khalil Gibran. Elle en avait entendu parler dans son village mais n'avait jamais eu l'occasion de le lire. Lorsque Karim revint, vêtu d'un t-shirt bleu marine et d'un pardessus sur mesure, il la trouva sur le toit terrasse, les yeux rivés sur l'horizon où le soleil plongeait derrière le désert, le livre toujours sur ses genoux. « Tu as trouvé Gibran » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Elle hocha la tête. « Il écrit sur l'amour et la douleur comme le ferait un roi. » « C'est souvent le cas, répondit Karim. Il y eut un silence, le genre de silence qui s'installait confortablement entre deux personnes qui n'avaient pas besoin de combler le vide. « La maison te manque-t-elle » demanda-t-il. Amira hésita. « Laquelle ? L'endroit d'où je viens ou celui que je n'ai jamais eu ?» Karim étudia son visage, la légère cicatrice sur sa pommette, la force cachée dans son immobilité. « Serais-tu offensé si je disais que tu ne ressembles à personne que j'ai jamais connue ?» Son regard croisa le sien. « Et serait-ce offensant si je disais que je ne sais pas comment m'intégrer à ton monde ?» Il se pencha en arrière, contemplant le soleil couchant. « Et puis peut-être qu'on en construira un nouveau. » Ils restèrent assis là jusqu'à ce que l'appel à la prière de Maghrib résonne faiblement à l'horizon, doux et envoûtant. Karim se leva et s'excusa pour aller prier. Amira le suivit quelques instants plus tard, demandant si elle pouvait prier dans le masjid privé de la maison. Karim lui fit un signe de tête discret. Ils prièrent séparément, mais en même temps, chacun dans son espace, à leur propre rythme, pourtant liés par quelque chose d'invisible et de profond. Après Salah, Amira se retrouva dans la cuisine, aidant Hila à préparer le dîner. « Je ne l'ai jamais vue aussi calme, » murmura Hila tandis qu'elle hachait des herbes. « Il me semble calme, » dit Amira. « Non, » sourit Hila. Karim Al-Rachid est une véritable tempête dans la salle de réunion, mais maintenant il respire plus lentement. Plus tard, ils mangèrent ensemble, Karim, Amira et Hila, autour d'une table basse du Majli. Des assiettes de ragoût d'agneau, de riz, d'olives et de yaourt à la menthe s'étalaient devant eux. Ce n'était pas extravagant, mais cela semblait intime, réel. Après le dîner, Karim demanda doucement, « Tu veux rester ?» Amira ne répondit pas tout de suite. Son cœur était partagé entre peur et gratitude. « Je ne sais pas ce que demain nous réserve, » dit-elle finalement, « mais je ne suis pas prête à partir. »« Alors ne pars pas, » répondit-il. Mais rien de bon ne reste caché bien longtemps. Le lendemain matin, des murmures fusèrent dans les médias. Une photo floue,
granuleuse, mais sans équivoque montrait Karim aidant une femme à la peau foncée à monter dans son SUV privé. Les gros titres étaient impitoyables, un cadre arabe lié à une mystérieuse africaine, amour ou scandale. Ziga, pouvoir et pauvreté se heurtent à Dubaï. En milieu de matinée, le bureau de Karim était inondé d'appels d'actionnaires, de membres du conseil d'administration et même de parents éloignés à Riyad et Doha. Karim restait assis en silence pendant que son conseiller lui exposait la crise. « Monsieur, il qualifie cela d'imprudent. Il pense que vous avez été compromis. Les médias. Ils ne sont pas gentils. Je n'ai pas sollicité leur gentillesse. Je leur ai seulement demandé de rester en dehors de ce qu'ils ne comprennent pas. » Mais la pression montait. Plus tard dans la soirée, Amira remarqua la tension sur son visage. « Ils l'ont découvert, n'est-ce pas ?» dit-elle. Il hocha la tête. « Ils veulent que je te renvoie discrètement pour protéger mon nom. » Elle se leva, les larmes aux yeux. « Là alors, je m'en vais. »« Non, » dit Karim en se levant pour lui faire face. « Ils peuvent me prendre mon nom, mon empire, mais pas toi. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Pourquoi ? Pourquoi risquerais-tu tout pour moi ?» Il s'approcha. « Parce que pour la première fois de ma vie, je n'essaie pas d'impressionner un conseil d'administration. J'essaie de gagner ma place dans ton monde. » Elle se couvrit la bouche avec sa main, bouleversée. Karim lui prit doucement l'autre main. « Reste, si ce n'est pas pour moi, du moins jusqu'à ce que la tempête passe. » Et avec ça, Amira savait. Elle n'était plus seulement une fille perdue dans la mauvaise suite d'hôtels. Elle était au centre d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Les jours qui suivirent furent comme une marche dans le feu, silencieux de l'extérieur mais brûlant en dessous. Karim Al-Rachid n'était plus le milliardaire intouchable que tout le monde à Dubaï craignait. Le conseil d'administration de son empire immobilier convoqua une réunion d'urgence. Son téléphone vibrait constamment d'avertissements, de conseils et de menaces à peine voilées. Certains de ses plus anciens investisseurs commencèrent à se retirer. Un cousin de Doha lui envoya un message sans détour, « Elle n'est pas des nôtres. » Mais Karim avait pris sa décision. Il avait choisi Amira et le monde regardait. Un matin, il se présenta à nouveau devant la presse. Cette fois, il ne l'a pas défendue. Il n'a rien expliqué. Il a simplement dit, « Je ne quitterai pas quelqu'un simplement parce qu'il ne correspond pas à vos attentes quant à ce que je mérite. Mon nom ne vaut pas plus que la dignité d'une personne. » Puis il s'en alla point le soir même, une lettre officielle arriva. Il a été démis de ses fonctions de PDG avec effet immédiat. Karim resta assis en silence pendant qu'il la lisait. Il n'a pas dit un mot. Il plia simplement le papier, le posa sur la table basse et entra dans le jardin où Amira arrosait les vignes de jasmin. Elle se retourna au bruit de ses pas, ses yeux cherchant les siens. « C'est fait, » dit-il. « Ils ont voté. Je démissionne. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Amira murmura, « Tu as tout perdu. » Il secoua la tête. « J'ai perdu des gens qui étaient à mes côtés uniquement lorsque j'étais utile. » « Ce n'est pas tout, » dit-elle en le regardant, les larmes aux yeux. « Que faisons-nous maintenant ? » « Nous recommençons, » répondit-il. Et ils l'ont fait. Ils ont quitté Dubaï tranquillement, pas de communiqué de presse, pas de fête d'adieu, pas d'interview finale. Ils ont déménagé dans une petite ville côtière d'Oman, un endroit sans gros titre ni poignée de main où la mer rencontrait le désert dans une paix tranquille. Karim a acheté une modeste maison près des falaises surplombant l'eau. Il a laissé pousser sa barbe. Il portait du lin au lieu d'Armani. Amira a commencé à enseigner l'anglais dans une petite madrasa pour filles du village. Elle portait un simple hijab, se levait tôt pour le fajr et faisait du pain avec les voisins. Elle riait à nouveau et Karim la suivait. Il s'est joint à elle dans la prière. Il a préparé le dîner. Il a appris à écouter au lieu de diriger. Pour la première fois de sa vie, il n'était le patron de personne et il n'avait jamais été aussi en paix. Une nuit, alors que le vent hurlait doucement sur les dunes, Amira monta sur le toit et trouva Karim en train de griffonner dans un carnet en cuir à la lueur des bougies. « Que fais-tu » demanda-t-elle doucement. Il tourna le carnet vers elle. Un croquis, un bâtiment avec des arches, des salles de classe, des jardins, une école. « Une école » demanda-t-elle.
Pour les filles, répondit-il, dans ton village. Sa main vola vers sa poitrine. Et tu n'es pas obligé de faire ça. Je le veux, répondit-il. Tu m'as donné une seconde chance. Laisse-moi aider les autres à trouver leur première. Elle s'agenouilla à côté de lui et toucha la page. Tu fais vraiment ça? Il sourit. Pas pour le profit, pas pour les applaudissements, juste parce que c'est juste. En 9 mois, la construction a commencé. Amira est retournée en Côte d'Ivoire pour aider à la logistique. Karim est resté derrière, insistant pour être le visage de la mission. Laisse-les te voir, dit-il. Tu es la raison pour laquelle tout cela existe. Mais elle lui manquait toutes les heures. À son retour, il l'attendait à l'aéroport avec une seule rose blanche, pas de chauffeur, plaisanta-t-elle. Ce n'est pas nécessaire, répondit-il. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre s'attribue le mérite de t'avoir ramené à la maison. Elle rit et devant une douzaine d'étrangers, Karim l'embrassa sur le front avec révérence en public. Et pour une fois, aucun d'eux ne se souciait de savoir qui les regardait. 1 an plus tard, l'école ouvrit ses portes. Plus de 400 filles étaient inscrites. Karim se tenait à l'arrière, vêtu d'un simple kéfié blanc, tandis qu'Amira prononçait le discours d'ouverture. Elle portait une robe verte avec des broderies dorées et sa voix résonnait avec grâce. Elle parla de courage, de seconde chance, du fait qu'une erreur ne définit pas votre avenir, que la gentillesse peut tout réécrire. Après la cérémonie, les filles l'encerclèrent, l'applaudirent. Certains demandèrent même si Karim était un cheik. Il rit, non, juste un homme qui a finalement écouté. Cette nuit-là, sous les étoiles, ils étaient assis sur le toit de l'école. Tu as tout perdu pour moi, murmura-t-elle. Non, dit Karim en l'entourant de son bras. J'ai tout trouvé grâce à toi. Et là, sous le ciel africain, une fille qui n'avait rien et un homme qui avait tout construit une vie ensemble, non pas par richesse ou par pouvoir, mais par amour, par sacrifice et par croyance en ce qui pourrait être. Mes amis, c'était l'histoire émouvante d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle a touché votre cœur. Si vous avez aimé et apprécié la vidéo, partagez-la avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne avec l'icône de cloche activée pour plus d'histoires vraies et inspirantes. Jusqu'à la prochaine fois, Allah est avec vous.